si j'ai accepté, alors j'ai accepté parce que j'ai regardé le programme en me disant il y a plein de gens intéressants à écouter. Et puis après je me suis dit merde, il va falloir que je pose. Et Georges m'a dit bah tu vas nous comparer ces trois trucs. Alors j'ai regardé, j'ai hésité. Et alors plus je les regardais, plus j'hésitais. Je me suis dit au fond je vais me donner le ridicule de décrire des objets qui sont le produit de l'activité des archivistes à des archivistes qui les connaissent beaucoup mieux que moi, qui sont tout à fait au courant des procédures qui mènent à ça. Donc non seulement je vais être ridicule, ce qui n'est pas très gênant, mais alors en plus je ne vais pas leur apprendre grand-chose. Donc je me suis dit, bah, je vais assumer ma condition, qui est celle d'un consommateur d'archives, et d'un formateur de consommateurs d'archives, parce que me passe entre les mains, si je puis dire, un nombre tout à fait respectable d'historiens et de futurs historiens tous les ans, et que l'une des questions, c'est qu'est-ce qu'on leur donne comme compétences quand ils sont confrontés aux conditions très changeantes, en fait, de recherche de l'information. Donc ce que je vais vous proposer, c'est quelque chose, en plus c'est juste après le repas, c'est parfait, c'est quelque chose de très terre à terre. Je vais vous montrer des choses, puis on va essayer de réfléchir aux problèmes que ça pose à l'apprenti historien et à son formateur, parce que les problèmes des uns deviennent forcément ceux des autres. Donc, prenons un exemple. Alors je commence par France Archives. Je peux vous mathématiser ça, soit un portail, c'est-à-dire un élément d'une collection d'objets relativement nouveaux dans le cadre de la recherche documentaire qui donne accès à des informations relatives soit à des documents, soit à des fonds d'archives. Si je veux un peu replacer ça dans un contexte, je dirais qu'en fait, on a eu 3 générations successives d'objets, on a eu des inventaires en ligne, on a eu des entreprises de numérisation locales ou pas, là on est dans les années 90, offertes généralement à l'accès par les institutions qui avaient procédé à la numérisation. Ce sont les sites des archives départementales dans un certain nombre de cas, les sites d'un certain nombre de labos de recherche, et nous arrivons aujourd'hui à l'âge des portails, c'est-à-dire, pour être un tout petit peu technique, ce sont des nodes dans un réseau, c'est-à-dire des sites qui agrègent de l'information en provenance de multiples sources et qui pointent vers un certain nombre de sites répertoires où généralement se trouve l'information première, l'information brute. Ils sont plus ou moins archivistiques. Alors ils sont plus ou moins archivistiques parce que vous ne l'ignorez pas, en fonction des pays, la définition de ce qui va dans l'archive et de ce qui va dans la bibliothèque peut changer de façon assez sensible. Donc Europeana est plutôt pas très archivistique parce qu'il y a un peu de tout, voire n'importe quoi. Online Archives of California, là on est dans le monde anglo-saxon, c'est-à-dire qu'en fait, ce que l'on offre au lecteur, c'est tous les objets qui sont susceptibles de nourrir une connaissance historique. Et la distinction entre l'archive et la bibliothèque dans certains pays anglo-saxons est extrêmement floue. Ça serait le cas par exemple en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Vous pouvez aussi bien trouver, vous allez à la New South Wales Gallery ou à la New South Wales Library à Sydney, vous allez trouver aussi bien des recettes de cuisine que les lettres du gouverneur. Vous allez y trouver éventuellement des boîtes de conserve qui sont conservées au titre d'artefacts culturels. Donc vous vous retrouvez dans un univers, dans des collections qui sont d'une nature assez différente de ce qu'est pour nous ce qui doit se trouver dans une archive ou ce qui doit se trouver dans une bibliothèque. Et ça pose, alors ça on en reparlera pour Europeana, un certain nombre de problèmes. Donc, dans ces objets, alors soit petit a, un étudiant de Master 1, qui a un sujet, son sujet c'est un sujet d'histoire, donc il est localisable, spatialement et temporellement, et il est résumable à des fins informatiques à une liste de mots-clés. Donc il est prêt à faire une requête. Il arrive sur France Archives, et alors comme il est juste au début de son M1, il n'est pas très au point, il dit « Je m'intéresse à une communauté polonaise », alors je triche parce que celle-là je la connais bien, qui se trouve à Rosières dans le Cher, et France Archives lui répond, si j'arrive à faire défiler, en lui proposant 7 ressources. Et là, mon étudiant, il va avoir un certain nombre de problèmes. Le premier problème, c'est que
la réponse génère du bruit. Donc nous sommes dans le domaine de l'informatique, j'ai une base de données, j'adresse une requête, j'obtiens une réponse. Dans cette réponse, il y a du bruit, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler des faux positifs, des ressources qui ne sont pas utiles à sa recherche. Pourquoi est-ce qu'il y a du bruit? On connaît les raisons depuis longtemps. Il y a d'abord des raisons d'erreur et de transcription, c'est-à-dire de qualité de l'information. La fédération des sociétés polonaises Pilsudski, ça marche pas parce qu'en fait c'est le maréchal Pilsudski, donc c'est pas un B, donc il devrait pas être là. Et alors heureusement dans la notice il y a son nom, mais nous avons dans les informations qui sont gérées par la base un certain nombre d'informations qui comportent des graphies erronées. Et comme nous travaillons non pas encore dans le cadre du web sémantique et des réalignements à partir de bases de données, mais dans une logique de chaîne de caractères, si la chaîne de caractères est fautive, en fait on ne trouve pas. Et l'autre problème qui est tout à fait classique, c'est un problème d'homonymie. J'ai plein de choses dans la Meuse. J'ai plein de choses dans la Meuse parce que, 1, il y a des Polonais, 2, il y a des villages qui s'appellent Rosières, mais c'est pas le Rosières dans le Cher qui m'intéresse. Donc là, on est dans une configuration tout à fait classique. Alors par contre, et c'est pas du tout... France Archive est un très très bel outil. Mais par contre, je vais trouver des choses un petit peu inattendues. Et on va revenir sur le broutage, tu vas voir. Mais c'est un broutage mécanisé. Je vais trouver des ressources dont il est à peu près certain que je n'aurais pas trouvé la trace dans un univers analogique, sans correspondance numérique. Dans certains cartons des archives nationales, je vais trouver un carton consacré à la surveillance d'une association un peu particulière, qui est l'Entraide ukrainienne. Il se trouve que certains de ces nationaux, de ces citoyens polonais, sont en fait des nationaux ukrainiens, et que donc, il existe une section dans ce... Alors pour vous donner une idée, c'est une ville de 2500 habitants dans laquelle vous avez à peu près 1200 Polonais durant 30 ans. Donc c'est une sorte d'isolat polonais au milieu de la France rurale. Donc je vais aller dans ce carton des archives nationales trouver des choses qui effectivement sont pertinentes et sont intéressantes. Et pourquoi c'est du broutage? C'est du broutage mécanisé. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai déclenché une requête, c'est-à-dire que j'ai déclenché une lecture systématique d'un ensemble de fichiers texte qui fait apparaître des contiguïtés, c'est-à-dire la présence dans la même requête d'un certain nombre de ressources. Donc on est tout à fait dans cette logique de je me promène dans les rayons et il y a des choses qui ont une contiguïté qui peuvent m'être utiles, sauf que là, la promenade dans les rayons, elle est en fait mécanisée. C'est pas moi qui l'a fait, c'est le petit robot qui va se balader dans la base de données et qui va la lire. Et ça, c'est extrêmement utile. Alors, vous me direz, mon étudiant, il a quand même un problème, c'est qu'aucune des ressources disponibles dans les fonds publics français n'apparaissent dans la réponse à sa requête. C'est-à-dire que si je tape un mot qui résume mon sujet et un mot qui définit la localisation, en fait, j'ai rien. Pourquoi j'ai rien ? J'ai rien parce que, alors ça c'est un très vieux problème de l'étudiant en histoire, il arrive aux archives en disant je veux travailler sur ça, et il tombe sur un archiviste qui lui dit vous savez si c'est en série R ou en série M ? Il y a un problème de traduction, c'est-à-dire que la question en langage naturel doit être traduite d'une façon qui s'accorde au cadre de classement et aux principes de classification tels qu'ils sont à l'œuvre dans l'archive. Et alors là, que ce soit numérique ou pas, ça ne change pas. Donc, si cette connaissance minimale du fonctionnement de l'archive n'est pas intégrée par l'étudiant, il a très très peu de chances de trouver quoi que ce soit. Ce qui est un peu paradoxal dans cette histoire, et ce qui m'intéresse au fond, c'est que j'ai là quelque chose, j'ai là un dispositif, alors qui encore une fois est extrêmement précieux, est extrêmement utile, mais j'ai là un dispositif qui me promet implicitement un accès direct, non médié et immédiat à l'information. Parce que j'ai une interface, une ergonomie qui imite sournoisement un moteur de recherche, où j'ai mon petit bandeau dans lequel je peux placer une requête en texte naturel, et puis j'ai ma petite loupe sur laquelle je peux cliquer. Je n'ai pas accès
à ce qui me permettrait de formuler une requête complexe, en fait. C'est-à-dire que je ne peux pas faire autre chose que procéder par l'envoi de mots-clés. Ce qui d'ailleurs est une limite du dispositif. Pour un informaticien, ça veut dire que je ne peux pas faire une vraie requête. Je ne connais pas la structure de la base, je ne peux pas poser de conditions, je ne peux pas créer de jointure. Donc je suis obligé de trouver le moyen de traduire. Alors traduire ça, il va falloir qu'on l'explique à l'étudiant. C'est-à-dire que moi, mon problème après, c'est comment je lui explique, comment je lui permets de se former une carte mentale de ce qui se passe quand il met des mots là-dedans, sans lui expliquer ce que c'est qu'une algèbre de boules, sans lui expliquer ce que c'est qu'une machine de Turing, sans lui expliquer ce que c'est qu'une expression régulière dans une recherche full text, d'une façon qui le rende autonome. C'est-à-dire comment je l'amène à conduire une voiture sans qu'il ait besoin de savoir ce que c'est qu'un moteur et des roues. Alors c'est un travail un peu délicat, on y arrive plus ou moins, en tout cas on essaye, mais là où le dispositif le place dans une situation un peu inédite, c'est que le pauvre étudiant de maîtrise qui arrive en disant « je voudrais travailler sur les chartres de lin », il va y avoir une bonne âme en salle de lecture qui, après l'avoir vu tourner 2 heures en essayant de trouver le bon inventaire, va lui dire « peut-on vous aider ?» Là, il n'y a personne pour l'aider. C'est-à-dire que vous vous trouvez dans cette espèce de dispositif qui, par son ergonomie même, promet d'une certaine façon une immédiateté, une absence de médiateur, mais il n'y a pas de médiateur. C'est-à-dire qu'il n'y a personne pour répondre à une question. Et non seulement il n'y a personne pour répondre à une question, mais en plus, j'ai un médiateur. Alors on était beaucoup dans les références littéraires. C'est le médiateur caché, en fait. Il est là, il est omniscient, il est omniprésent, mais je ne peux pas le voir et je ne peux pas lui causer. Mais je ne peux pas le voir non plus, parce que je n'ai pas accès, depuis cette page, j'ai regardé, j'ai fouiné, je n'ai pas accès à un document qui me précise, et qui soit accès assez facilement, qui me précise ce que c'est que cet outil, que cette interface, que ce dispositif, qui me dise comment il est fabriqué. Donc je n'ai pas les clés. J'ai pas d'informations. Et ça, en termes d'usage, c'est un vrai problème, c'est une vraie difficulté. Donc vous avez cette espèce de tension entre une logique qui est une logique d'ergonomie informatique, parce que derrière, il y a une boîte qui fait du web design, où il faut que les choses soient le plus simplifiées possible, accessibles en 2 clics, il y a tout un tas de normes et de règles, et des exigences tout à fait pratique de quelqu'un qui n'est pas là pour aller trouver une vidéo sur YouTube, mais qui est engagé dans un projet complexe qui met en œuvre des capacités cognitives extrêmement complexes, et qui finalement n'a absolument pas les moyens, sans médiation, sans formation et sans interlocuteur, d'en tirer quelque chose qui soit efficace et utile pour lui. Et alors là, encore une fois, c'est pas un jugement ou c'est pas une critique, c'est un âge. C'est un âge des dispositifs informatiques qui correspondent, qui ont leur propre logique en plus des logiques de l'archivistique. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est à l'intersection de 2 mondes et qui incorpore des formes et des normes qui proviennent de ces 2 mondes. Et d'une certaine façon, c'est tout à fait logique. Aucun archiviste n'est recruté parce qu'il est super compétent en programmation C2+. Ou alors, on m'aurait menti. Quand il discute avec un prestataire de service ou avec des gens dont le métier, c'est l'informatique, il faut trouver un langage commun, il faut trouver des moyens de discuter, et c'est extrêmement difficile. J'ai essayé de piloter un certain nombre de projets où on mettait ensemble justement des gens qui venaient de ce monde informatique et des gens qui n'en venaient absolument pas, et vous vous apercevez qu'il faut des heures de discussion parfois pour arriver à trouver un chemin vers une voie commune et quelque chose qui est compréhensible et acceptable par les 2 parties. Parce que c'est presque une situation d'interaction culturelle. Vous imaginez le pauvre aborigène australien qui voit débarquer le Captain Cook, il faut qu'ils arrivent à se causer. Là, c'est un peu la même chose. Dans un certain nombre de cas, alors, la difficulté est en fait aggravée quand, au lieu d'avoir une réponse qui est un peu maigre, j'ai une réponse qui est beaucoup trop volumineuse. Et si je vais chez nos amis californiens,
Alors c'est vrai que j'ai presque pensé à me reconvertir en historien de la Californie quand j'ai vu... Je vais avoir un problème, alors assez strictement inverse, mais qui correspond en fait aux mêmes logiques. Je vais faire une requête. Alors là, admettons, j'ai mon historien de M1, il se dit, moi ce qui m'intéresse, c'est les Chinois à San Francisco, et avec le web maintenant, il n'y a pas de problème, je peux faire ça depuis la place Bellecour. Et là, il va taper Chinese in San Francisco, ce qui est assez logique, puisque j'ai une localisation, j'ai un keyword qui désigne un objet, alors évidemment on pourrait raffiner, et il se retrouve avec un magnifique portail qui lui dit il n'y a pas de problème, il y a 1800 fonds qui intéressent votre recherche et 6072 items déjà numérisés. Alors, on est exactement dans la même logique informatique, j'ai une requête, elle produit, alors il y a probablement beaucoup de bruit. Mais en fait, pas tant que ça, c'est-à-dire que quand je commence à regarder un petit peu, je m'aperçois qu'effectivement, ça marche plutôt bien, parce que les ressources qu'on me propose ont bien un rapport avec tout ça. Et alors ce qui est très agaçant, c'est que les moteurs de recherche ne vous donnent pas les rubriques dans le même ordre quand vous faites plusieurs. Non mais ça c'est logique, il y a une raison, mais c'est pénible. Voilà. Et on va aller regarder du côté des items qui sont déjà numérisés. Alors pourquoi je les repère? Parce que quand je vais aller regarder comment c'est fait, donc j'ai quelque chose de classique, on connaît tous ce type de dispositif maintenant. J'ai l'image d'un document, pour le coup, alors qui est un document iconographique, qui est numérisé, qui est d'ailleurs plutôt numérisé dans de bonnes conditions. Et puis j'ai une notice, et si je clique dessus, je vais m'apercevoir que la notice, en fait, elle est très riche. Parce que ceux qui viennent du monde des bibliothèques vont reconnaître une forme d'indexation qui rappelle beaucoup Rameau, une indexation mots-clés, mais j'ai aussi, alors j'ai des choses techniques, j'ai aussi un titre. Dans certains cas, j'ai une description, alors pas sur celui-là, mais sur d'autres, et j'ai un titre qui est en fait un commentaire en langue naturelle de l'image qui incorpore déjà le jugement, la connaissance du sujet, l'interprétation du documentaliste ou de l'archiviste, et on me permet en fait par défaut d'aller naviguer, c'est-à-dire que quand je fais ma requête, je balaye la totalité des éléments descriptifs de la notice, donc aussi la description full text, pas seulement les keywords, pas seulement des choses qui relèvent de l'indexation, mais aussi le discours du documentaliste ou de l'archiviste sur la pièce, avec une granularité de la description qui est assez bluffante, parce que vous avez la plupart de ces 5000 items sur cette petite requête sont décrits à la pièce. Donc vous avez quelque chose qui est là, pour le coup, assez extraordinaire, et comme si ça ne suffisait pas, j'ai aussi un lien direct vers, et là on va retrouver la contiguïté pour le coup, les inventaires de la série dans laquelle se trouve la pièce, que je peux télécharger, dans lesquels je peux naviguer. C'est-à-dire que je ne suis pas à San Francisco, mais je peux, alors comme tu le disais d'ailleurs, je peux voir les boîtes. C'est-à-dire que j'ai aussi accès à l'arborescence, c'est-à-dire au cadre de classement et aux choix qui ont été opérés par les archivistes qui se sont occupés de ce matériau. Donc en fait, j'ai une richesse d'informations qui est assez extraordinaire, et j'ai une densité d'institutions liées qui est absolument extraordinaire. Je suis sur un État, la Californie, c'est un État américain. J'ai 200 centres d'archives qui sont connectés à ce portail et qui l'alimentent systématiquement, non seulement de ce qu'ils numérisent, mais aussi de ce qu'ils décrivent. C'est-à-dire que j'ai la description des collections. Donc du coup, là, j'ai le meilleur de deux mondes. J'ai cette possibilité de me promener dans les inventaires, faute de pouvoir me promener San Francisco, c'est un peu loin, faute de pouvoir me promener dans les rayons, et j'ai aussi un système de requête qui me permet d'obtenir des contiguïtés artificiellement fabriquées. Ma difficulté, c'est que mon étudiant, 1800 collections et 6000 pièces numérisées, il va y passer un temps.
Alors vous me direz quelles sont les stratégies. Bon, il y a des stratégies évidentes qui sont de lui dire il va falloir que tu resserres ton sujet, que tu rajoutes des keywords signifiants, qu'avec un peu de peau tu me mettes des apax, parce que ça, l'apax, c'est très bien quand je fais une requête, ça permet de faire sortir de l'information qui a peu de bruit. Quand je regarde, il faudrait vraiment qu'il resserre beaucoup le sujet pour arriver à avoir une réponse qui soit à peu près comestible, à peu près ingérable, puisqu'on a beaucoup parlé de bouffe ce matin. Oui. On a ingéré, on a dévoré, on a tout un vocabulaire de, je ne sais pas si les gens avaient faim. Quelle est l'autre stratégie? Alors il y a une autre stratégie qui est pensable par l'informaticien, mais qui n'est pas praticable. Et elle n'est pas praticable parce que contrairement aux apparences, là on n'est pas du tout dans le monde des données. On est dans le monde des données parce qu'il y a une base de données informatique, parce qu'il y a des algorithmes derrière, mais je ne peux pas extraire sous la forme d'un fichier manipulable la réponse à ma requête. C'est-à-dire que j'ai une donnée qui est très peu liquide en fait. Je ne peux donc pas opérer ni de transformation sur le produit de ma requête, ni de recherche fine. C'est-à-dire que je ne peux pas m'approprier je ne peux pas m'approprier un fragment de la base de données et aller la visiter. Ça, c'est pas possible. C'est pas fait. Et c'est pas fait pour des raisons qui sont en partie, mais en partie seulement techniques. C'est de l'XML derrière. Je pourrais très bien aller m'amuser avec un fichier XML. XML Query est fait pour ça. Mais on ne me donne pas cette possibilité-là, on ne me donne pas ce choix-là. C'est-à-dire qu'en fait, on me donne accès à des liens vers des documents que je peux aller consulter un à un. Mais on ne me donne pas la possibilité d'une pesée globale. Je pense que là aussi, c'est lié à un âge, c'est lié à un moment de ces dispositifs documentaires. On est déjà, dans certains domaines, engagé dans une mutation, alors en particulier sur les histoires de données publiques, DataGouv, etc., où vous allez pouvoir récupérer de la donnée en format JSON, que vous allez pouvoir, pour le coup, manipuler avec MongoDB. Sauf que ça promet aux utilisateurs et aux formateurs futurs des nuits un peu longues. Parce que là, ça veut dire qu'il va falloir que j'enseigne à mes étudiants la façon dont on manipule une base de données chez Malès, dont on l'ouvre, dont on la lit et dont on la requête. Et ça, c'est de la compétence de DUT d'informatique, à quelque chose près. On est sur une première année d'école d'ingénieur. J'ai des historiens qui n'ont pas fait de maths depuis la seconde. Donc, alors, il y a une certaine inertie, c'est pas tout de suite, avant qu'on me donne accès aux fichiers. J'ai quelques années tranquilles avec un peu de peau, ça sera après ma retraite. Mais alors après, la question va effectivement se poser. Et c'est une illustration de quelque chose sur lequel j'ai toujours beaucoup insisté, c'est que tous ces dispositifs sont en fait transitoires. Et qu'ils incorporent déjà en eux les signes, les promesses, les possibilités d'une multitude de futurs que l'on peut décrire. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire, l'étape d'après, elle n'est pas très compliquée à envisager, c'est qu'on me donne le fichier. Sauf que ça n'arrivera pas forcément. Parce que toutes les possibilités techniques n'adviennent pas. Certaines ne se réalisent pas pour des raisons institutionnelles, pour des raisons juridiques, pour des raisons de coût aussi. Parce que si vous commencez à avoir des gens qui vous envoient un ping pour bien vérifier que vous êtes en ligne et puis qui après vous bombardent de requêtes pour récupérer discrètement l'essentiel de vos notices, les serveurs vont exploser. Donc il y a aussi des problèmes de coût, de capacité, qui sont de toute façon tout à fait évidents et tout à fait normaux dans ce type de circonstances. Parce que si je quitte ma casquette de formateur, en tant que chercheur, ça je peux déjà le faire. C'est-à-dire qu'en fait je peux aller, non, on ne va pas dire hacker, mais je peux aller soutirer cette donnée qu'on ne veut pas me donner. C'est ce qu'explique très bien Stéphane Lamassé et Gaëtan Bonneau dans les dédales du web, alors qui effectivement sont des, je pourrais presque dire des héritiers. Hein. Presse universitaire de la Sorbonne, mai 2019. Qui en fait ont fait ça pour Wikipédia. Wikipédia, ça ne vous donne pas la totalité des modifications qu'a subi la page Wikipédia. En tout cas, ça ne vous le donne pas volontairement. Si vous écrivez des scripts que vous coordonnez ensemble en un programme, vous pouvez en fait, alors c'est très compliqué à faire,
parce que le moteur de base de données change au cours de la vie de Wikipédia. Mais vous pouvez en fait aller récupérer toutes les variations qu'a subi la page depuis son origine, et là vous obtenez un système de signes qui est interprétable. Parce que fondamentalement, alors on a déjà eu cette conversation, je ne crois pas du tout à l'opposition entre raison computationnelle et heuristique. En particulier parce que dans nos domaines, qu'est-ce qu'on compte ? On décrit une documentation. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on établit par le calcul, c'est les dimensions, les formes de quelque chose qui fondamentalement est une documentation qui ne provient pas d'un capteur physique, qui ne provient pas d'un comptage, et ça conduit à produire du signe nouveau, c'est-à-dire du signe en plus, qui pour le coup est soumis à une interprétation où, pour être tout à fait honnête, il y a une bonne part d'intuition, de choix, voire de subjectivité. Si vous avez jamais vu deux mathématiciens sortant un algo de Cohen en disant celui-là il me plaît bien, il a une bonne tête, vous verrez que l'opposition entre les disciplines où il y a de l'heuristique et celles où il n'y en a pas est assez discutable en fait. Il y a en fait beaucoup de parenté. Donc là encore, j'ai quelque chose qui est extrêmement précieux, mais qui est difficile à manipuler. C'est-à-dire que cet âge du portail, comme d'ailleurs les âges précédents, il ne simplifie pas du tout le travail de l'historien ou de l'apprenti. En fait, il exige des compétences cognitives de plus en plus importantes et la maîtrise de processus de plus en plus complexes. Au fond, c'est beaucoup plus difficile d'être un bon étudiant de master d'histoire aujourd'hui que ça ne l'était il y a 30 ans. Il y a beaucoup plus de choses à savoir et il y a beaucoup plus de compétences à maîtriser. L'autre problème, alors, je ne sais pas combien de temps il me reste, parce que du coup j'ai mal. J'ai pas compté, je suis désolé. Est-ce que quelqu'un a compté ? Bon, on dit 4 minutes. Oui. Voilà, le temps de faire un sort à Europeana. Ah oui, bah oui, parce que moi, tu vas commander Europeana aussi. Oui, oui. Alors, Europeana, là, on est sur un autre... Ça permet d'illustrer un autre type de problème. Je vais aller vite, parce qu'en fait, si je fais ça, je vais répéter des choses qu'a plus ou moins dites Yann Potin. Alors, j'ai un étudiant d'histoire de goût pervers qui s'intéresse aux vieux juristes. Bon, il s'intéresse à Ernest Lehr. Alors, je pense que ce nom ne vous dira strictement rien. C'est un personnage qui a une vie intéressante. C'est un Alsacien qui, par patriotisme, va en fait choisir de quitter l'Alsace après 1870 et il va espérer un poste en Sorbonne toute sa vie. Il ne l'aura jamais. Il aura en lot de consolation, et là j'ai le truc qui merdoit, mais ça c'est... Voilà. Il aura en lot de consolation Lausanne, ce qui est finalement pas si mal. Je me dis, Europeana, c'est un truc qui regroupe toutes les choses patrimoniales, parce que la définition de ce qu'il y a dans Europeana est quand même très très floue, à l'échelle de l'Europe. Là j'ai un type, il est français, mais sa famille reste en Alsace, il devient prof à Lausanne, donc il circule à l'intérieur du périmètre européen, il va en congrès, alors il ne va jamais en congrès en Allemagne parce que ça il refuse, enfin il va en congrès dans la plupart des capitales européennes, je dois bien trouver sa trace dans un truc européen. Et alors je trouve des traces, je trouve une trace d'ailleurs que je ne connaissais pas, qui est une photo d'Ernest Lehr, qui est conservée par la Bibliothèque nationale de France. J'avoue que je ne serais pas allé la chercher à la BNF. Où vous avez... Alors, il a l'éthos du juriste internationaliste de la fin du 19e, donc qui est un éthos de bourgeois élégant, mais pas trop. Bon, là, je vais retrouver mes difficultés, celles qu'on a évoquées, c'est-à-dire que ça, c'est pas un document, c'est un simulacre. C'est une image du document. Et cette image du document, alors elle va me dire des choses, c'est-à-dire que les gens de la BNF ont fait leur travail, ils ont une notice, voilà, qui me donne la taille du document, mais
qui me donne pas grand-chose d'autre. Et en particulier, qui ne me dit pas très très bien, voilà, et ça c'est important pour la photo, à quoi j'ai affaire. C'est-à-dire que là, pour le coup, la qualité du tirage, les propriétés matérielles dont on parlait, dans le cadre de la photographie, c'est extrêmement important. Est-ce que c'est un tirage sur papier de luxe? Est-ce que c'est une sorte de photo d'identité que je vais distribuer à des proches? Je n'en sais rien. Est-ce que, à l'occasion de sa retraite, le corps universitaire de Strasbourg en son entier a décidé de lui rendre hommage en lui faisant faire un superbe portrait avec un très très beau tirage? Je ne le sais pas. Donc là, effectivement, ces outils, et j'en suis tout à fait convaincu, ne remplacent pas la visite aux archives, en particulier dans le cas, et ça on l'évoquait tout à l'heure, où les propriétés matérielles de l'objet sont susceptibles de faire signe pour l'historien. Alors vous avez deux raisons en fait, vous avez deux ensembles de raisons dans ces discussions-là. Vous avez ce qui tient à l'affect, ça c'est ce qu'écrit Arlette Farge. Si je touche, si je sens, si je suis en communication avec l'effluve passé d'une présence, ça va me déclencher de l'affect, et il n'y a pas de connaissance sans affect, donc je vais connaître mieux. Donc là, on est sur une sorte de psychologie cognitive. Et puis, vous avez l'autre chose qui est l'objet. L'objet, c'est un ensemble de signes, et je ne peux pas épuiser. Alors ça, c'est le rêve de certains bibliothécaires. Je ne peux pas épuiser la description de l'objet, parce qu'il y a une infinité de mesures ou de propriétés possibles, et je ne peux absolument pas deviner lesquelles seront pertinentes pour celui qui regardera, manipulera, touchera l'objet 20 ans après. Donc il y a, alors vous avez, dans les références littéraires, vous avez un Nobel australien de littérature qui s'appelle Patrick White, qui nous a quand même fait une description d'une écorce d'érable qui dure 30 pages, et au bout de 30 pages, il arrête en disant « je n'y arrive pas, il y aurait encore tant à dire, mais je ne suis pas certain que le lecteur reste avec moi jusqu'au bout ». Donc il s'arrête. Bel aveu, hein. Même au bout de 30 pages, tous les plis de l'érable ne sont pas dépliés. Pour la pièce, pour l'objet, c'est pareil. Effectivement, je ne pourrais jamais le déplier tout entier. C'est impossible. Ceux qui ont essayé sont généralement des Finlandais ou des Belges qui sont devenus fous. Des spécialistes de classification de Way qui se sont dit, si je rajoute encore 4 ou 5 branches, je vais bien attraper tous les savoirs à la fin. Généralement, ils n'y arrivent pas. Et ils prennent leur retraite un peu cinglée. Donc, là, nous sommes d'accord, ça ne remplace pas, ça ne peut pas remplacer. L'autre difficulté d'Europeana, c'est qu'en fait, alors je l'ai évoqué un tout petit peu tout à l'heure, la qualité du portail, la qualité d'un réseau, elle dépend du nombre de nodes. Toutes les ressources archivistiques disponibles sur ce personnage ne sont pas référencées par Europeana. Il a un fonds dédié à la bibliothèque intercantonale de Lausanne, ça doit faire 25 cartons. J'en ai pas trace ici. Vous avez un fonds, alors c'est un peu particulier, vous avez le fonds de l'Institut de droit international à Genève, qui en fait n'existe pas parce qu'il est entreposé dans le sous-sol d'une institution qui ne le liste pas parmi les fonds qu'elle détient, en vertu d'une convention avec cette institution qui affirme depuis un siècle qu'elle n'a pas d'archives. Donc, mais je connais bien le secrétaire général, donc j'ai eu le droit d'aller les regarder au sous-sol. Ça, c'est pas listé. J'ai des fonds à la bibliothèque de Strasbourg, je les ai pas non plus. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai au moins... Et j'ai des fonds privés, puisque j'ai la correspondance d'un juriste belge qui s'appelle Roland Jacquemins, qui est demeuré dans la famille. Donc là, on a obtenu la possibilité de déposer une transcription d'une partie de sa correspondance à la BDIC. Parce que la famille a jugé que c'était un peu confidentiel. Il est mort que depuis 120 ans. Oui. Et qu'il ne pouvait pas tout donner, mais qu'éventuellement on pouvait avoir des transcriptions d'une partie de la correspondance, même si on était sage. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est pas une carte, c'est un portulan. C'est-à-dire que ça ressemble à quelque chose qu'aurait tracé un navigateur portugais du XIVe, en se disant, il y a bien quelques points dont je sais vaguement où ils sont et quelle est la distance d'un point à un autre, mais l'essentiel de la carte, c'est les zones blanches. Et le problème d'Europeana, c'est un peu ça, c'est que vous avez quelque chose
qui fondamentalement n'est pas une cartographie, mais simplement un petit portulan, dans lequel d'ailleurs on se retrouve très mal, parce que c'est beaucoup plus difficile de lire un portulan qu'une carte. Voilà, alors là je pense que j'ai épuisé mon temps, du coup voilà un peu ce que je pouvais vous dire de ces 3 outils et des problèmes qu'ils posent. Alors l'autre avantage, c'est que comme ça change tout le temps, le métier d'historien qui s'occupe du numérique assure un emploi à vie, parce que tous les 5 ans, les dispositifs ont si profondément changé qu'on peut venir décrire les nouveaux. Et je te remercie encore de ton invitation, et j'espère qu'au moins je vous aurai dit 2-3 choses pas trop inutiles. Bon.